c'est toujours très fort, c'est les regards quand d'un seul coup on relève la tête et on est face à face. N'est-ce pas, Christelle? Oui, tout à fait. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés Christelle Gauzet, Goretti Ferreira, qui vont être avec nous pour une rencontre des plus inspirantes, comme tout au long de cette journée et depuis 2 jours sur le salon professionnel. Nous avons l'impératif pour Christelle de lui dire au revoir d'ici une vingtaine de minutes, parce qu'elle a fait quand même tout le trajet depuis Bordeaux ce matin pour venir ici, mais elle est attendue tout à l'heure à Toulouse. Et en fait, un avion lui a été pris dans peu de temps. Donc il faut qu'elle puisse l'avoir à temps. En général, vous commencez à voir depuis 2 jours où je donne la parole à chaque invité, les unes après les autres, et on rebondit. Là, on va s'adapter à la situation. Ça fait partie des impondérables. Et quand il y a des événements, il y a toujours des petits trucs en plus. Et autant les intégrer. Et donc, nous allons plonger dans le parcours et dans l'histoire de Christelle. Et puis après, nous pourrons enchaîner avec Goretti. Et voilà, d'ailleurs, on rebondira sur ton parcours. Mais ensemble, voilà, on va voyager ensemble pendant, je ne sais plus combien de temps pendant 1 heure et demie. Christelle, tu pars quand même au bout de 20 minutes. Dis-moi, tu as un très joli panier qui porte un nom, des fidèles. Ce nom, c'est ta vie aujourd'hui. Mais quand tu es rentrée dans la vie active, comment as-tu commencé? Séverine pose et nous fait la démonstration. Qui étais-tu au moment d'entrer dans la vie active? Avec quels rêves, quelles envies? Mais qu'as-tu fait à ce moment-là? Alors, moi, je suis policière d'origine. J'ai suivi les traces de mon père. Et j'ai été policière pendant 20 ans. Et il y a 2 ans, j'ai eu envie d'organiser mon propre événement sportif, puisque dans ma vie de policière, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. J'ai participé à Koh Lanta, que j'ai gagné. En l'occurrence, dans la salle, Carole, je suis désolée de te le dire, mais elle était dans mon équipe. Elle a fait Koh Lanta, vous pourrez lui poser plein de questions après. Bravo. Ouais. Et je ne l'ai pas revue depuis quelques années. Ça m'a fait vraiment plaisir, puisque ça a été un moment marquant de ma vie, et tu as été donc marquante dans ma vie. Et cette émission-là que j'ai gagnée, je l'ai gagnée parce que je ne pensais pas gagner. Je n'étais pas du tout sûre de moi, beaucoup de doutes. Et ça m'a donné envie de m'aventurer dans d'autres aventures, notamment des raids sportifs. J'ai été invitée au raid Amazon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un raid qui parcourt le monde. Et j'ai fait donc des raids multisports pendant 8 ans. Et puis, l'idée m'est venue de faire un raid au bassin d'Arcachon pour faire découvrir ma belle région, parce que je suis une amoureuse de là-bas. Et j'ai invité toutes mes copines raideuses. Il y en avait 80, des amis d'amis, des amis. Et ça a été une réussite. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en organisant cet événement, parce que j'ai reçu beaucoup de la part des femmes qui se sont inscrites sur mes raids. Tu étais encore policière à ce moment-là? J'étais encore policière à ce moment-là. J'étais entre deux. Et ce retour-là m'a donné envie de continuer sur cette voie. Alors bien sûr, quitter le fonctionnariat est très difficile. On a des peurs. On se dit, bon, pourquoi je sortirais de ma zone de confort? Voilà, un petit salaire, un métier difficile, certes, mais bon. Tu étais garde du corps? Alors ça, c'est à la fin, voilà. En tant que flic, j'ai travaillé en banlieue parisienne pendant 7 années où j'ai côtoyé la mort plus d'une fois, les violences, les insultes. Ensuite, j'ai intégré la PJ financière de Bordeaux, où c'était la délinquance en col blanc, rien à voir, mais bon, des grosses affaires. J'étais enfermée dans des bureaux, ça m'allait plus. Grosse pression, j'imagine, non? Grosse pression par rapport aux chiffres, oui. Et j'ai eu envie de revenir sur le terrain, parce que je pense que quand on est éloigné du terrain, on s'éloigne de la réalité. Et puis il y avait un petit service qui me bottait bien, c'était la protection des personnalités à Paris. Et je dis toujours qu'une femme est autant capable qu'un homme. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce métier, pour prouver aussi à mon père et aux hommes que j'ai pu côtoyer que j'ai été aussi capable. Et c'était compliqué, c'est un service difficile. Il y a encore du machisme. Et il faut prouver toujours plus que les hommes. Tu avais déjà fait Koh Lanta quand tu es devenue garde du corps? J'avais déjà fait Koh Lanta, oui. Et quel a été l'accueil qu'on t'a réservé? Parce que quand on a été médiatisé, qu'en plus on a gagné et qu'on est une femme, il y a aussi des enjeux là derrière tout ça. C'était compliqué. Voilà, j'ai été vue comme elle a fait Koh Lanta, elle n'est pas flic. Alors que ça faisait déjà quand même 17 ans que j'étais dans la police. Non, on ne me considérait plus comme les leurs.
Mais après, j'avais d'autres aussi côtés positifs, de par les personnalités que j'ai pu côtoyer, qui étaient plutôt fiers de se faire protéger par une nana qui avait gagné Koh-Lanta. Mais toi, dans ton milieu, qui effectivement c'était le tien depuis 17 ans, tu as ressenti ce regard, ce poids, ce côté excluant à un moment donné parce que tu avais osé faire autre chose et qui plus est quelque chose de connu et qui portait la lumière sur toi. Oui, bien sûr. Non, mais je l'ai vécu vraiment. J'ai eu des portes qui se sont fermées. Et c'est pour ça que je dis que dans la vie, il faut vraiment la ressentir. Et les signes de la vie vous montrent le chemin. Et au bout d'un moment, quand les portes se ferment, ça ne sert à rien d'insister. Peut-être qu'il y a une autre voie à prendre. Et c'est ce que je me suis aperçue, c'était un mal pour un bien. Et dans ma vie, c'est toujours un mal pour un bien. Mais sur le moment même, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu l'as vécu et comment tu as réalisé que c'est parce qu'il y a d'autres portes qui allaient s'ouvrir? Je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis défendue contre cette injustice. Mais après, quand les portes se ferment, au bout de 3 fois, on arrête. Ou alors, on m'a dit qu'il fallait que j'attende pour pouvoir être officier de sécurité auprès du président de la République ou autre. On sait que dans ces services-là, en plus, il y a toujours des fois des passe-droits. Bon, c'est comme ça. Et c'est une période où tu faisais ces raids. Et là, je faisais ces raids, exactement. Qu'est-ce que ça t'apportait à ce moment-là? Pourquoi tu les faisais? Je les faisais parce que ça m'apportait un souffle, une respiration. Et en fait, ce que j'ai compris là, depuis quelques mois à peine, c'est que finalement, j'ai fait le métier de policier pour ressembler à mon père. Mais la vraie Christelle, celle qui s'épanouit, c'est l'organisatrice d'événements sportifs. C'est celle qui transmet l'expérience, c'est celle qui écoute, c'est celle qui est ouverte aux autres. Et quand on est flic, on doit être fermé, on doit être dur, on doit faire respecter la loi. Et en fait, ça ne me correspondait pas. Donc j'ai toujours été un peu à part dans ce métier de policière. Tu en avais la compétence, mais pas l'état d'esprit. Exactement, c'est un beau résumé. Et là, je suis en train de, enfin, je m'épanouis complètement. Je suis en train de vivre ma vie, la vie de Christelle. On va la découvrir. Cette bulle enchantée mais très dure de Koh-Lanta, comment elle est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait? Surtout que quand on est fonctionnaire, c'est particulièrement difficile pour avoir des permissions pour aller faire une émission de télévision. J'en sais quelque chose, on met toujours du mal en casting à pouvoir avoir des personnes fonctionnaires qui avaient ce statut. Comment ça s'est passé pour toi? Pourquoi tu t'es retrouvée dans Koh-Lanta? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça t'est arrivé comme ça? Et comment tu as fait pour pouvoir le mettre en place? Bon, j'ai regardé Koh-Lanta à la télé avec ma mère, j'ai dit c'est sympa, sur une île, 40 jours, ah, j'aimerais bien tester l'aventure, tout simplement. J'ai écrit ma lettre et j'ai été sélectionnée. Je n'ai pas averti la police de suite, parce que déjà je ne pensais pas être prise, comme je ne pensais pas gagner d'ailleurs. J'avais vraiment un manque de confiance en moi. Hein. Et jusqu'au moment où j'étais parmi les 16 candidats. Et là, tu as passé combien de sélections là, à ce moment-là? 3 sélections, c'est assez long, c'est sur 4-5 mois. On nous tord dans tous les sens, dans les questions, n'est-ce pas? Qualité, défaut, dernier voyage, dernière engueulade, la dernière voiture achetée, enfin de tout, hein, ça va. Et quand je me suis retrouvée parmi les 16, là j'ai dû demander l'autorisation à la police. Et j'ai eu un non. Alors j'ai essayé, pareil, de faire changer cet avis, mais j'ai quand même eu un non. Parce que quand tu as eu le non, toi, ta première réaction, c'était de dire il faut que j'ai un oui. Il faut que j'ai un oui, et puis j'ai pleuré. Enfin, mais après, j'allais pas quitter la police, ou j'allais pas non plus trop forcer cette porte, parce que c'était mon métier que j'avais choisi. J'avais un crédit d'appartement aussi. Voilà, il y a plein de choses à côté qui rentrent en jeu. Donc, j'ai même accepté le non. Mais c'est la production. Troisième pouvoir, premier, j'en sais rien, mais qui a fait changer la vie et qui m'a permis de faire Koh-Lanta. Donc je me suis dit c'était mon destin, j'ai gagné, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de quitter la police et maintenant d'être là où je suis. Sur le terrain, qu'est-ce que tu as découvert de toi sur le terrain Koh-Lanta? Qu'est-ce que tu as découvert de toi que tu ne savais peut-être pas encore? La résistance. Je ne pensais pas que j'étais aussi résistante aux épreuves du quotidien qui est difficile dans Koh-Lanta. On ne mange pas, on dort par terre. C'est vrai hein, ce qu'on vous montre à la télé. Hein. Et encore, vous ne le vivez pas, donc c'est pire que ça. Elle vous racontera, Carole. On a des locks, il ressemblait à Bob Marley. On se nettoie pas, on se lave pas. Et puis, par rapport aux autres aussi, la tolérance. Mais je la connaissais, ma tolérance, par rapport aux autres, parce que quand on est policière, on est obligé d'être tolérante. Parce que sinon, on se battrait tout le temps. On se fait tellement insulter
qu'on se battrait tout le temps. Donc non. Quand tu reviens de koh Lanta, tu as en plus gagné. Est-ce que toi, ça te donne une envie de changement à ce moment-là, ou c'est une petite graine qui naît, mais voilà, que tu vas laisser germer en reprenant le fil de ton quotidien? Non, alors ça a été un tremplin. C'est une petite graine, comme tu dis, c'est plus joli. Ça a mis du temps, hein, ça a mis 8 ans avant de vraiment changer de vie. Mais par contre, j'ai fait un raid, j'ai fait un semi-marathon. Ah ben j'ai fait un marathon. Moi, c'est au niveau du sport, effectivement, ça m'a amené à aller toujours plus loin. Et je pense qu'en fait, nos croyances nous limitent. On croit qu'on n'est pas capable, mais quand on le fait, voilà, on pense que c'est impossible. Mais lorsqu'on l'a fait, ce n'est plus impossible. Enfin, il y a une phrase comme ça, je vous la dirai, mais enfin, vous la connaissez? Non. Oh, mais vas-y, vas-y. Donc ils l'ont fait. Donc voilà, c'est beau. Voilà, rien n'est impossible. J'ai envie de vous dire, allez-y. Toi, quand tu vis des moments comme ça, que ce soit koh Lanta, quitter la police, décider de lancer ton premier raid, ou même participer, parce que c'est jamais évident non plus, tu as des peurs en toi? Alors, participer, j'avais peur de ne pas avoir le budget sponsoring pour m'inscrire au raid, parce que c'est quand même assez onéreux. Donc non, après, la peur sur les épreuves, de ne pas être à la hauteur de ma coéquipière, d'être le boulet, ou alors, voilà, c'était juste ces peurs-là, de décevoir les personnes qui étaient proches de moi. Ensuite, quand j'organise des événements, bien, j'ai une peur, oui, de toutes sortes. J'ai envie d'avoir le beau temps. J'ai envie que les filles soient heureuses, en fait. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est ça. Et les raids que j'organise, c'est les raids auxquels j'aimerais participer, moi. Donc elles sont gâtées, il y a des attentions. Et mon plus grand bonheur, c'est de les voir sourire et de les voir pleurer aussi. Parce que j'aime quand les filles pleurent à la fin des épreuves, je me dis que ça y est, elles sont allées au bout. Elles ont touché quelque chose. Donc voilà, c'est ça. Comment tout ce que tu fais tourne autour du dépassement de soi. Comment toi, et pour le faire vivre aux autres, il faut déjà le connaître soi. Sinon, on est à côté. On a l'intention, mais on n'a pas la connaissance et l'expérience de ce que l'on va proposer. Comment, de ton côté, quand tu as peur de quelque chose, tu t'obliges à avancer malgré tout et tu t'obliges à faire les choses? Ce matin, on a parlé des freins limitants. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et comment tu fonctionnes avec ces freins limitants? Vous voyez, ici, c'est la place que je déteste le plus. M'exprimer. J'ai toujours très peur. Et ça date depuis des années. Et c'est un exercice très difficile. Et pourtant, ben voilà, la peur pourrait m'arrêter et je pourrais te dire non et dire non à ce genre d'exercice. J'accepte parce que j'ai envie de dépasser cette peur. Et c'est qu'après, je suis vraiment hyper fière de moi. Voilà, je le dis, j'ai pas honte de le dire, je suis fière de l'avoir fait. Et c'est ça que j'ai envie de montrer aux femmes, en fait, au niveau de leur peur. Si vous avez peur, faites-le, c'est pas grave. Vous n'allez pas en mourir, normalement. La peur, ça peut être un bon indice du fait qu'on tient très fort à quelque chose. Oui. Plus on a peur, c'est peut-être aussi qu'on touche du doigt à des moments. La peur, elle peut alerter sur plein de choses, d'un danger, mais ça peut être aussi l'indice d'un truc très précieux pour nous. Toi, dans ces moments-là, le fait de l'objectif, est-ce que j'imagine que tu fonctionnes en termes d'objectif. L'objectif te permet de transcender ta peur et de la dépasser? Oui, c'est ça. Voilà. J'ai besoin de challenge, d'objectifs pour dépasser mes peurs, mais aussi d'attention. Je me dirige vers des personnes qui peuvent me rassurer. C'est important d'être bien entouré, je trouve, pour dépasser ses peurs aussi. On n'est pas seul. En fait, voilà, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'organise des événements où c'est solidaire. On est par équipe de 2 parce que je sais que les filles, elles vont s'entraider. Donc l'entraide est primordiale en fait pour aussi dépasser ses peurs. Tu as franchi un cap, tu as quitté la fonction publique et en tout cas ton statut de fonctionnaire. Tu t'es jeté dans le grand bain. Et là, tu vis le raid entrepreneurial parce que c'est un vrai plongeon dans un tout autre univers. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience quand tu t'es lancé, après avoir fait ton premier raid et t'être dit, ou est-ce que tu t'es focalisé sur ce que ça allait te faire techniquement, c'est-à-dire monter une société, créer quelque chose, ou est-ce que tu t'es concentré sur les raids et les objectifs que tu voulais mettre en place et derrière tu as construit? Comment tu t'es plongé là-dedans? Comment ça s'est fait? J'ai créé le raid sur papier, je l'ai vécu en fait. Pour le créer,
il fallait l'avoir vécu, donc je l'ai vécu entièrement de A à Z, les arrières, les coulisses. Et après, moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Non, c'est pas ça qui est compliqué, c'est que du coup, je dors pas la nuit. Alors, maintenant, je marque sur un bloc-notes mes pensées pour qu'elles arrêtent de m'empêcher de dormir. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est 24 heures sur 24. Mais quand on fait quelque chose qui passionne, le temps, on ne voit pas passer le temps. J'ai mis 5 heures de train de Bordeaux pour venir vous voir, juste pour rester. Je regarde l'heure, je vais devoir partir. Malheureusement, j'aurais tant aimé rester. Mais j'ai pas vu le temps passer parce que je travaillais sur mes raids, mes prochains raids en Islande. Enfin voilà, il y a plein. Je vous laisserai peut-être en parler parce qu'elles vont peut-être participer à mon raid d'ailleurs en Islande en janvier prochain. Donc non, c'est naturel en fait. Je suis bien et du coup ça se construit naturellement. Tu t'es associée au fur et à mesure? Comment tu as construit Bien tout sûr. ça en fait? Je me suis associée. Voilà. Alors là, il faut trouver les bonnes personnes pour s'associer. Parfois, on se trompe. Et je me suis déjà trompée au tout début. C'est bien, ça m'arrive au début. Comme ça, on apprend. Mais voilà, il faut s'associer de bonnes personnes qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer plus rapidement. C'est quoi toi ton rêve aujourd'hui, Christelle? Mon rêve, c'est de pouvoir parcourir le monde à travers mes raids et du coup faire profiter aux femmes et aux hommes aussi, parce que du coup, je vais faire un mix maintenant, hommes-femmes, pas que hommes. Ils ne seront pas satisfaits des épreuves que je vais leur faire faire. Et voilà, mon rêve, voilà, c'est multiplier les événements sportifs tout au long de l'année, dans le monde entier. Qu'est-ce qui te touche? L'émotion des femmes, la bienveillance. Pourquoi? Parce que ça me remplit et parce que je suis pareille. Je suis émotive et je suis bienveillante. Tu arrives à avoir un curseur qui t'aide parce qu'on voit toujours, il faut bien s'entourer, mais c'est très compliqué. Tu l'as dit d'ailleurs, tu t'es aussi fait avoir au tout début, mais est-ce que ce matin, on a parlé aussi de l'intuition, de la petite voix intérieure. Est-ce que ça, à des moments, c'est quelque chose que tu entends, que tu écoutes ou pas, qui te sert? C'est très difficile pour moi parce que voilà, j'étais flic, j'aime l'humain, donc c'est un peu contraire aussi. Les flics sont pas forcément comme ça. J'aime l'humain et je crois en lui. Et du coup, non, je suis assez naïve. Je peux facilement me faire avoir. Après, j'ai des amis qui sont là, des garde-fous maintenant, qui me font attention, arrête de trop parler, arrête je suis un livre ouvert. Voilà. Et je ne pense pas en fait qu'on peut me faire du mal parce que moi, j'en ferai pas. Contraire à mon métier de flic, hein, c'est vraiment très paradoxal parce que j'ai vu les misères que les personnes peuvent faire. Et non, on ne se change pas, je pense. Je pense qu'on ne me changera jamais et j'y arriverai pas. J'ai envie de dire heureusement, hein, parce que si c'est voilà. les autres qui nous faisaient nous changer, ce serait triste. Non, j'y arriverai pas. Je sais qu'il y a cette aiguille qui tourne, mais C'est pas grave. si tu devais décrire en quelques mots Christelle au début, à son entrée dans la vie active, comment tu te décrirais? Avant d'être rentrée dans la vie active? Ouais. Juste avant, sur le point d'entrer dans la vie active. C'était qui, Christelle? Christelle, c'était une personne qui... j'étais la même en fait. J'étais la même, mais moins épanouie, plus dans un cadre. Et là, je suis en dehors du cadre, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de ma vie et de ce que je veux faire. Je suis libre, voilà. Je suis devenue libre. C'est un mot que tu as toujours eu en toi ou que... Toujours. je suis une indépendante et la liberté pour moi est très importante. C'est quoi ton moteur dans la vie? Il y a cette valeur de liberté, mais ton moteur profond qui te guide? Les rêves. Les rêves. Croyez, j'aime bien des petits proverbes comme ça, mais croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous-même, ils se réaliseront sûrement. Et c'est vraiment moi, là. Les rêves, ça fait avancer. N'ayez pas peur d'avoir des rêves impossibles parce qu'ils peuvent le devenir possible. Qu'est-ce qui a été ton plus grand moment d'émotion? Alors j'en ai eu plusieurs. Alors le plus grand, malheureusement, on oublie quand ça date. Mais gagner Koh Lanta a été formidable parce que ça a été le tremplin, ça a été la graine. Donc pour moi, je le marque comme c'est marquant. Voilà, ça sera ce moment-là.
Mais le dernier en date, c'était quand je me suis exprimée à Inno et Génération, à la BPI. On m'a demandé de m'inspirer pendant 7 minutes. J'ai accepté sans savoir ce que c'était vraiment. Quand j'ai vu, c'est devant 4000 entrepreneurs à l'Arena Bercy. Donc j'avais préparé un discours. Bonjour. J'entendais mon cœur battre et j'ai eu à un moment donné la bouche sèche. Ça m'était jamais arrivé. Je n'ai plus du tout. J'ai pas pu parler. Je suis désolée, je peux plus parler. Voilà. Ça a été horrible. Mais alors après, j'étais comme une pile électrique. J'étais fière de moi. Mais waouh, c'était c'est un moment les plus durs. Pour moi, c'est celui-là. Allez. Je vais terminer sur quelque chose où, quand on prépare, tu as vécu une émission télé, quand on est en coulisses, qu'on prépare quelque chose, c'est ça avec un salon comme celui d'aujourd'hui, en tout cas quand on prépare un événement, pendant des semaines, des mois, on travaille sur le papier, on est là, on pose des mots, des choses, des actions, et puis à un moment donné, c'est l'instant T, on bascule dans la seconde où ça commence à se réaliser sous nos yeux. Quand tu as préparé ton premier raid, le tien à toi, ton premier des fidèles, Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où d'un seul coup tu l'as vu éclore sous tes yeux et où tu as vu que ce rêve-là, tu étais en train de le réaliser? Non, mais là, j'ai maigri de 4 kilos pendant le raid. J'avais pas délégué. J'étais une cabine téléphonique, tout le monde m'appelait, alors que normalement, on se structure quand on fait un raid. C'est au moment de la soirée de gala, parce qu'il y a toujours une soirée de gala, remise des prix, on danse, parce que les filles aiment bien danser. Et c'est quand les filles ont applaudi sans s'arrêter, j'en étais gênée même. C'est là où j'ai réalisé. Et c'est là où elles m'ont fait pleurer. Et c'est après, quand j'ai regardé le film, parce qu'il y a toujours un film aussi sur le raid, où je me suis dit, mais j'ai réalisé ça, mais c'est fou. Alors, je ne suis pas toute seule, hein. Il y a toutes mes bénévoles, mon équipe de production. Et ben, c'était génial. Des fidèles, où est-ce qu'on peut te trouver avec Voilà. Des fidèles? Alors, Des fidèles, donc c'est mon nom d'équipe avant, voilà, que j'ai utilisé pour créer ma société. Vous pouvez me trouver sur Internet, Facebook et Instagram, Des fidèles. Vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. Et puis, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. Et on peut s'inscrire à tes raids. Et vous pouvez vous inscrire à mes raids, ouais, exactement. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte un raid? Et après, je te laisse partir vers ton taxi en courant, Attends, je te cours après. promets. Mais qu'est-ce que ça apporte quand on fait un raid? Si par exemple, on n'a jamais fait, on a fait du sport, on n'en fait plus, le raid, le dépassement de soi, qu'est-ce que ça peut amener dans une vie et particulièrement à un certain tournant de vie? Ben voilà. Parfois, les femmes changent de vie. Et bien sûr, ça apporte de la confiance en soi. Et ça crée des amitiés hyper fortes. Après, vous avez envie de retrouver les personnes que vous avez rencontrées sur les raids, sur les autres événements. Donc l'amitié, la confiance. Et parfois, vraiment, ça fait des changements de vie, ça déverrouille des verrous. Ouais, ça fait éclore plein de choses. C'est très révélateur. Très révélateur. Ouais. Merci beaucoup, Christelle. Si tu voulais te transmettre un beaucoup. tout dernier message avant de quitter la salle, de courir. Osez, sautez de la falaise, construisez votre avion dans la chute, allez-y, osez vraiment, si vous avez des rêves, tentez-les. Faites en parallèle de votre travail, si vraiment vous ne savez pas trop, essayez de faire les deux en même temps, puis au bout d'un moment, ça s'éclaircira, vous aurez le chemin devant vous. Merci infiniment, Christelle. Merci d'avoir beaucoup. fait tout le trajet pour Désolée. venir nous voir. Tu nous dis si tu as eu l'épreuve du taxi, hein. Tu nous tiens au courant. Au revoir. Merci, Christelle. Voilà, c'est toujours très frustrant. Et heureusement, nous avons Goretti qui m'avait dit déjà en amont, dis Sandrine, tu vas me dire un peu de quoi on va parler? Ben non, Goretti, enfin. Et maintenant, elle a toute l'heure pour elle. Magnifique. Goretti, avant qu'on enchaîne et qu'on rebondisse et que je pense que ça va nous entraîner sur plein de choses, je voudrais qu'en quelques mots, tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Et après, voilà, on ira explorer ensemble tout ça. Bien, alors moi je suis la présidente de l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin. Donc l'agence a pour mission d'accompagner les femmes à l'accession aux postes à responsabilité au travers de 3 leviers, donc les 3 seuls leviers d'ailleurs qui puissent exister à ce jour: l'entrepreneuriat, le top management et la politique.
Voilà, donc sinon, qui je suis, Goretti, j'ai 43 ans depuis quelques jours et je suis maman de 2 filles, une fille de 18 ans et une fille de 8 ans. Voilà. Je t'ai vu réagir plusieurs fois quand Christelle parlait, mais Oui. notamment lorsqu'elle a parlé du mot liberté. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pourquoi tu as réagi? Tout. C'est quoi Ça pour évoque toi? tout, ça évoque ma mission personnelle et la mission que j'ai basée sur l'agence. Donc c'est vrai que pendant des années, je me suis interrogée à savoir comment on pouvait atteindre cette liberté. Et pour moi, être libre, c'est être indépendante. Être indépendante, c'est d'avoir un boulot. Et tant que faire se peut, avoir un boulot dans lequel on peut s'épanouir et être sereine. Et ça a été les bases de la création de l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin. Avant de la créer, ça fait 7 ans? Elle va rentrer dans sa 6e année dans un mois. Canon. Voilà. Avant ça, tu as fait un premier parcours de vie professionnelle en tant que salarié. Et toi, tu as démarré dans la finance. Oui. Comment ça se fait que tu sois partie dans cet univers-là? Je sais pas. Parce que c'est Tiens, c'est ça vrai, s'est ça? fait comme ça en fait. J'ai eu mon bac moi avec 1 an d'avance et en fait je voulais travailler déjà. J'étais une jeune fille impatiente, assez rebelle et donc j'ai décidé de faire des études en alternance. Voilà. Donc j'avais décidé de faire un DUT en alternance et donc j'ai commencé par postuler à l'école. Et je me suis retrouvée dans des entretiens de recrutement. Et en l'occurrence, je me suis retrouvée dans un entretien de recrutement à la BNP Paribas, qui n'était pas la BNP Paribas, puisque à l'époque, du haut de mes 17 ans, donc on rebrousse, je vous ai dit que j'en avais 43, c'était la compagnie bancaire. Voilà. Donc je me suis retrouvée en entretien de recrutement sur des tests psychotechniques. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Et puis je suis arrivée en dernière ligne droite et j'ai été embauchée par la compagnie bancaire qui ensuite est devenue Paribas puis BNP Paribas. Et donc j'ai fait mes études supérieures avec eux et je suis rentrée dans le grand monde de la finance. Je n'ai jamais été en banque. J'ai toujours été dans les filiales parallèles. J'ai quitté BNP, j'avais 25 ans, quelques mois à peine après la naissance de ma première fille. Et là, je suis rentrée dans la finance au sens propre du terme, puisque j'étais en gestion de patrimoine, et ce jusqu'à 35. Il y a quelque temps, quand on avait échangé, à l'occasion d'une de nos conversations, tu m'avais parlé aussi de cette envie d'une forme de revanche Oui. avec un besoin. Tu as parlé d'indépendance tout à l'heure, mais que ce domaine, c'était pas si anodin que ça de l'avoir choisi. Tu voulais être une femme libre, tu voulais pouvoir avancer dans la vie, tu voulais pouvoir gagner de l'argent. Et ce domaine, il y a une partie de toi qui l'a choisi malgré tout. Je pense que la vie fait très bien les choses, Sandrine. Voilà, ça c'est ma grande philosophie. La vie fait très bien les choses, mesdames. En effet, j'ai eu une enfance particulière, mais je crois qu'on est très nombreuses. Et il s'avère que j'ai grandi avec des hommes, avec mon père et mon frère. J'ai perdu ma maman, j'étais très jeune, dans des circonstances qui ne sont pas naturelles. Et du coup, en effet, j'ai vu mon père trimer. Voilà, j'ai vu mon père trimer pendant des années et des années et des années. Il s'est retrouvé veuf à 36 ans. J'en avais 10, mon frère en avait 12. Et je m'étais dit, ça a été un moteur, le premier moteur, je m'étais dit que, en fait, moi, je ne trimerai jamais. Voilà, je ne pleurerai jamais sur des factures et que je gagnerai très bien ma vie. Donc, écoutez, mes anges ont dû m'entendre. Ils m'ont expulsé, catapulté dans la finance. Et en effet, j'ai très bien gagné ma vie. Et mais. Et voilà, mais. mais. Je n'étais pas à ma place. Alors, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais je n'étais pas du tout heureuse. Voilà, quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, je confirme que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, bon, je mettrai une petite virgule quand même. Il y contribue, hein, mais un petit peu quand même, il faut être honnête, mais il ne le fait pas. Voilà.
Donc j'ai adoré mon métier, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant toutes ces années. J'ai eu une chance inouïe. J'ai grandi dans un milieu d'hommes dans lequel j'ai fait mes armes. Donc moi j'ai été élevée par des hommes, j'ai évolué dans un milieu d'hommes. Donc j'ai été à la meilleure école qui soit. Au-delà de tout ce que l'on peut croire, c'est pas là où j'ai le plus galéré. Moi je sais pas, alors est-ce que je suis différente, mais je ne pense pas. J'ai toujours été entourée d'hommes bienveillants qui m'ont fait confiance. Donc j'ai eu la chance de gravir les échelons et d'avoir certaines responsabilités. Mais c'était la catastrophe parce qu'en fait je ne vivais que pour mon travail parce que c'était ma cachette en fait. Et puis que je m'étais complètement oubliée pendant des années. En fait de 10 à 35, je me suis oubliée. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Eh bien, mon divorce dans un premier temps. Puis le fait de rencontrer mon conjoint actuel, donc il y a maintenant 12 ans certes, mais à l'époque, voilà, et de me rendre compte à l'aube d'être de nouveau maman avec 10 ans d'écart entre mes deux filles, je vous l'ai dit, que j'étais toujours pas heureuse en fait. Donc un jour je me suis interrogée, je me suis dit Goretti, what the fuck, hein, où est le problème vraiment, c'est quoi ton problème, t'as tout pour être heureuse. Et donc je pense qu'il fallait que j'entreprenne la raison pour laquelle, en tout cas moi je veux le voir comme ça, j'étais venue au monde et toutes les étapes qu'on m'a fait traverser. Comment t'as fait à partir de là? Parce que quand on a une prise de conscience, c'est à la fois salvateur, mais c'est extrêmement compliqué. Parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience? Comment t'as avancé à partir de là? En fait, je pense que j'ai une chance inouïe, je le vois comme ça. C'est que les difficultés font qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Voilà. Donc je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Voilà. Donc ce deuxième congé maternité m'a permis de me poser parce que sinon je ne me posais jamais. Voilà. Quand je me posais, je me faxais dans le lit à minuit, 1h du matin pour ne pas réveiller celui qui dormait à côté de moi. Et puis je me posais quelques heures et puis je me réveillais et puis je repartais au fourneau, au sens figuré du terme bien sûr. Et là je me suis posée et puis je me suis dit je vais pas y retourner. Voilà, je vais pas y retourner. C'était une évidence là à ce moment-là. Ouais, je vais pas y retourner. Je me suis dit je n'y retournerai pas. Donc ça, c'était ma première prise de conscience. Donc au début, j'ai un peu testé ceux qui étaient avec moi. Et donc j'ai dit à mon conjoint, je crois que je ne vais pas y retourner. Hein. Et il m'a dit, ouais, si tu veux. Voilà, je l'ai regardé. Ok. Et puis, non, mais je ne vais vraiment pas y retourner en fait. Bah oui, si tu veux. Bien, alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Parce que très souvent, moi, je prône la liberté, l'ambition, l'épanouissement. Je serai la première à dire, faites ce que vous avez envie de faire. Pour autant, ça fait des années, parce que dans mon précédent métier dans la finance, il faut savoir que j'accompagnais la création des structures internes à des grands groupes financiers. Donc toute la partie de stratégie de développement, c'est quand même mon ADN. Et je tiens à dire une chose, c'est que oui, effectivement, quand on veut faire quelque chose, rien ni personne ne peut nous empêcher de le faire. Néanmoins, quand on a une famille et quand on a un conjoint, j'ai envie de vous dire qu'il est important que vous ayez le soutien. Très important que vous ayez le soutien. Et j'ai presque envie de dire, excusez-moi, j'espère ne pas couper les ailes aujourd'hui, là, en disant ça, mais si vous ne l'avez pas, et si vous tenez à votre couple ou à votre famille, ne le faites pas. Parce que rentrer dans le milieu entrepreneurial, Christelle le disait tout à l'heure, c'est un grand 8. Mais c'est un grand 8 qui ne s'arrête jamais, en fait. Jamais. Si vous voulez entreprendre, il faut aimer le grand 8. Parce que c'est permanent. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la viabilité, la pérennité de l'entreprise, le stade où vous en êtes, c'est un grand 8 permanent. Parce que nous sommes en permanence en train de rechercher, à partir du moment où un produit ou un service est lancé, nous devons réfléchir à la suite. Donc c'est un grand 8 permanent. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, a priori j'ai son aval, donc pourquoi pas. Pour en être sûre, j'ai quand même demandé un entretien préalable de reprise. Et à l'époque, je travaillais pour donc un grand groupe financier, comme j'ai pu le dire. J'étais rue de Passy. Et j'ai eu cet entretien en septembre 2011. Et quand je suis arrivée et que j'ai tiré le frein à main en bas de l'immeuble, j'ai regardé l'immeuble et je me suis dit, non, je n'y retournerai pas. Donc voilà. Et c'est de ce jour-là où j'ai négocié donc, avec mes charmants directeurs. Et c'est vrai, quand je dis mes charmants directeurs, une rupture conventionnelle.
Ce que tu t'as dit dans ta parenthèse est extrêmement important, donc on va même enlever la parenthèse pour l'aborder. C'est là, on parle depuis 2 jours, le salon est consacré à la transition professionnelle, la reconversion, dont la création d'entreprise, mais finalement c'est l'évolution de carrière. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de prendre conscience du contexte de vie dans lequel on est à ce moment-là de sa vie, et effectivement de se dire, moi j'ai besoin de ça, mais est-ce que dans mon contexte de vie, et tu parlais du couple, et ça fait partie du contexte de vie, qu'est-ce qui va être ma priorité? Est-ce que je vais tout lâcher, prendre le risque de mettre en danger mon couple et ce que l'on vit en ce moment, et si on a des enfants ou pas? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre de me réaliser, et en tout cas retrouver, en général, c'est ce que l'on recherche, du sens, de l'épanouissement, du bien-être, de l'harmonie? Est-ce que c'est une autre chose qui peut nous épanouir? Et d'ailleurs, toi, dans ton agence, c'est l'agence pour l'entrepreneuriat féminin, mais tu accompagnes aussi les femmes en entreprise. Et en fait, l'évolution de carrière, elle est multiple, mais même pour une seule personne. C'est-à-dire que selon le contexte de vie dans lequel on est, on peut faire un choix à l'instant T, sachant que quelques temps plus tard, ça pourrait être un autre choix. Et qu'on peut se déculpabiliser, de se dire, tiens, moi pour l'instant, je n'ose pas entreprendre, mais parce que le champ de mes priorités que je risque de mettre en danger est plus fort que ce que je vais peut-être gagner avec ça, ou au contraire, j'y vais. Et il y a la possibilité d'emporter l'adhésion de son conjoint après. Tout à fait. Mais ce que je soulignais en mettant cette parenthèse qui, en effet, n'en est pas une, elle était juste dans le récit de ma vie, c'est que, en effet, quand on entreprend, en tout cas quand on se lance dans une reconversion ou dans la création d'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et en effet, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager, quelqu'un qui nous soutient en permanence dans les moments difficiles. Voilà. Parce qu'en effet, reconsidérer sa vie, reconsidérer sa carrière, eh ben, ça nous fait passer, on le sait, vous l'avez certainement vu sur ces 2 jours, par les montagnes russes, des doutes, des angoisses, des peurs qu'il faut dépasser. Et si on n'a pas l'adhésion à la maison, on est très seul. Et alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, alors si vous avez un projet avec des associés, c'est top. Si c'est pas le cas dès le début, comme c'était par exemple sur Christelle et comme ça le laisse sur beaucoup, c'est pas grave. Pour autant, on est seul. Donc, quand on est seul déjà dans les choix de structuration d'une entreprise, de développement d'une entreprise, de s'interroger et de se dire, est-ce que je fais le bon choix si je fais ça ou si je prends cette décision, et que c'est compliqué, parce que vous voyez, il y a aussi quelque chose que Christelle a dit, c'est qu'elle n'a jamais autant travaillé. Bah ouais. Clairement, oui. Voilà. Donc, si vraiment on est seul face à ça, c'est pas évident. Donc oui, je pense qu'en effet, il faut avoir l'adhésion de son conjoint, de sa conjointe, de son compagnon, ou je sais pas, de gens très proches, mais ne pas être totalement seul. D'ailleurs, c'est très souvent dit que la grande difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Pour répondre au deuxième point, alors oui, en effet, c'est l'agence pour l'entrepreneuriat, c'est le petit clin d'œil, et non pas l'agence pour l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de faute d'orthographe, pas de faute de français. L'idée était effectivement, derrière cette notion, la notion d'entreprendre sa vie. Et oui, donc en effet, aujourd'hui l'agence accompagne la création, comme je le disais tout à l'heure, mais également la stratégie d'évolution de carrière, donc sur l'accession au poste à responsabilité, donc qu'on soit même salarié à partir du moment où on veut passer soit au comité exécutif, soit au comité de direction, on accompagne jusqu'au conseil d'administration, jusqu'au board des entreprises. Mais en effet, les choix, les décisions sont les mêmes. Voilà, sont les mêmes. Et ce qui est important, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous pousse, c'est ce que tu disais, Sandrine, c'est le sens qu'on a envie de donner et de pouvoir s'épanouir là où on est, quel que soit le choix. C'est quoi, Goretti, ton moteur au quotidien, toi? Dessiner des sourires. Quelles sont tes ressources? Quelle est la valeur, la partie de ta vie à laquelle tu ne toucheras jamais, que tu préserves plus que tout, et qui fait que chaque choix, de toute façon, tu sais comment le faire? Ma famille.
Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tout, absolument tout. Aujourd'hui, tu as monté depuis plusieurs années une agence, tu développes plein de choses, tu accompagnes des quantités de femmes. Si, et ça c'est quelque chose qu'elle m'a dit, c'est pour ça que si tu as un choix à faire un jour par rapport à ta famille, même si l'agence représente ton quotidien, jour et nuit quasiment, qu'est-ce que tu en feras de ton agence? Je donne les clés à celle qui veut ici immédiatement tout de suite. Ah non, mais tu le sais. Voilà, il y a pas de, pour moi, le choix est fait depuis le début. D'ailleurs, on peut rebondir sur un petit clin d'œil quand j'accompagne, quelle que soit la dimension de l'entreprise, quelle que soit l'ancienneté de l'entreprise. Il y a un mot que je n'aime pas, c'est quand on parle de mon bébé, quand on porte un projet. Quand je dis ça, bien évidemment, c'est très bienveillant, hein, mais je n'aime pas. Parce que pour moi, une entreprise n'est pas un bébé. Voilà. Pour moi, une entreprise, c'est à un moment donné une mission qu'on se donne sur cette terre, un véhicule que l'on va prendre pour essayer d'aller dans une direction. Mais cette mission, elle peut perdurer au plus profond de nous, au plus profond de nos tripes, mais on peut très bien changer de véhicule en fait, c'est pas un souci. Donc l'entreprise par elle-même n'a pas vocation à driver ma vie. Et en effet, si demain on ne me laisse pas le choix, on me met au pied du mur et on me dit Goretti, c'est voilà, ta famille ou l'agence, voilà, les clés sont là dans le sac noir, je donne les clés immédiatement et sans regret. Sans regret aucun, parce que je sais ce que je porte, je sais ce que j'ai dans mes tripes et je le ferai différemment. Voilà. Il y a autre chose aussi que tu aimes éviter dans le champ lexical, et c'est souvent très important, les mots qu'on utilise, les expressions qu'on utilise, parce que ça conditionne beaucoup et en fait, ça nous impacte énormément. Toi, tu m'as toujours dit, Sandrine, on a une vie, on n'a pas une vie professionnelle et une vie personnelle. On a une vie. Ce qui est d'autant plus important quand on veut créer son entreprise, parce que souvent c'est pour retrouver un équilibre, mais c'est là où en général on va se laisser bouffer par sa création d'entreprise aussi. Et où toi tu accompagnes les personnes quand elles sont sur les prémices du projet, ou pour parfois récupérer des entreprises en danger, parce que justement à un moment donné c'est compliqué de mener la barque de son entreprise. Et où tu pars de ça, de reposer les bases. C'est quoi ces fondamentaux pour toi, Goretti? Alors tout à fait, je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis interviewée sur le sujet ou à chaque fois que je le lis, j'ai les cheveux longs, vous voyez, mais j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. En effet, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette notion de vie pro, vie perso, et c'est pas que j'ai beaucoup de mal moi, c'est que mon parcours, il faut savoir que je suis formée aux neurosciences, c'est la première chose que l'on apprend en fait déjà, mais c'est très souvent, il y a plein d'exemples comme ça, on distribue les mauvaises cartes et on nous berne dès le début en fait par les mots qui sont pris. Alors on n'a pas une vie pro et une vie perso, parce qu'en effet on n'est pas schizo, on a une vie tout court, et cette vie est portée par notre identité. Notre identité, nous n'en avons qu'une. Cette identité, elle est construite sur des valeurs, des besoins et des limites, et en effet eh bien, c'est comme ça que j'ai réfléchi au démarrage de l'agence. Dans le programme. Donc j'ai créé un programme qui a maintenant bientôt 5 ans, qui a été reconnu par le gouvernement en janvier 2018 comme étant le premier programme d'accompagnement aujourd'hui qui effectivement conjugue la partie d'empowerment et de stratégie, toujours aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, dans ce programme, c'est la première chose que j'ai faite. C'est-à-dire que sur la première année de l'agence, j'avais proposé des services qui allaient travailler tout ce qui était soft skills, tout ce qui était compétences transversales, tout ce qui était empowerment, et des services qui travaillaient toute la stratégie, que ce soit la stratégie d'évolution de carrière ou la stratégie de création d'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les femmes qui arrivaient à l'agence, à l'unanimité, se dirigeaient vers de la stratégie de développement, de création d'entreprise, et absolument pas sur la stratégie de développement de compétences transversales. Et à un moment donné, je me suis dit, halte là, c'était pas possible, parce que je l'ai vu avec les grands groupes, et avec beaucoup d'humilité, et avec les personnes aujourd'hui, les experts qui sont à l'agence, c'est très facile de créer une stratégie où on va vous faire monter à l'échelle très rapidement. Mais c'est aussi facile en fait de redescendre très vite de l'échelle et de se ramasser complètement. Donc,
j'avais des convictions et ces convictions, il fallait qu'elles soient mises en avant. Et je me suis dit, c'est pas bon du tout, tu fais pas du tout ce que tu veux faire. On est en train de créer des stratégies qui, peut-être, ces stratégies, elles ne sauront pas les porter sur du long terme, ou même elles vont complètement aller à l'inverse, elles vont se perdre sur du moyen terme ou du long terme. Donc à partir de là, je me suis dit comment on peut faire. Et j'ai décidé que dorénavant, toutes les femmes qui seraient accompagnées par l'agence n'auraient pas le choix. Alors vous avez toujours le choix, mais en tout cas, quand vous toquez à la porte de l'agence, vous n'avez pas le choix. À partir du moment où vous êtes accompagné, on démarre par le commencement et on démarre par vous. Pour moi, les portes ne peuvent s'ouvrir que de l'intérieur. Voilà. Donc si on n'ouvre pas la porte de l'intérieur, on prend une mauvaise direction. Donc à partir de ce moment-là, j'ai créé le programme. Et c'est l'unique support exécutif de l'agence. Et ce programme démarre en effet par vous. Donc oui, vous, parce que tu l'as bien dit, Sandrine, j'estime qu'on a une vie, donc on démarre par votre vie. Et on regarde qui vous êtes, ce que vous avez, les limites, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne voulez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne voulez pas faire. Et on pose les choses sur la table. Et c'est à partir de là qu'on crée le projet, et parfois même l'émergence du projet. Voilà, parce que de la même façon, tu disais, on peut en effet être salarié, décider d'évoluer dans le milieu salariat, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on ne l'a pas attendu, on se retrouve licencié, il y a énormément de cas de figure, mais la vie fait bien les choses, la vie fait très bien les choses. Christelle disait tout à l'heure, ils n'ont pas voulu que j'aille à tel endroit, j'avais qu'une envie, c'était de rebondir, mais elle ne devait pas aller par là. Voilà, elle a eu 3 refus parce qu'elle devait se retrouver à faire ce qu'elle était en train de faire. C'est tout. Donc, en effet, des personnes parfois sont licenciées, mais dites-vous que, en fait, ça n'est pas un problème. C'est vraiment, au contraire, l'opportunité de pouvoir peut-être réaliser ce que vous avez toujours voulu réaliser. Et tout est possible. Et puis dans le lot, parfois, on a des femmes à l'agence qui ont toujours rêvé d'être entrepreneurs et qui viennent nous voir en disant voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, mais je ne sais pas quoi faire en fait. J'ai aucune idée. Et bien c'est pas grave. Donc nous on accompagne depuis l'émergence du projet jusqu'à la structuration du business model, l'introduction de l'entreprise sur le marché et l'expansion de l'entreprise. Mais comment tu fais pour les traverser ces moments où c'est vrai, quand on entend, et ça fait beaucoup de bien, quand les portes se ferment, c'est parce qu'il y a une raison et qu'en fait, il faudrait réussir à lâcher prise parce que derrière, ça nous permet en fait de continuer sur un chemin qui finalement correspondra mieux, a priori, à ce qui nous correspond. Mais comme quand on est en train de vivre les choses, on est dans le moment présent et on ne connaît pas la suite de l'histoire, c'est hyper angoissant quand même. C'est pas évident. Comment toi, dans ces moments-là, il y a des moments aussi où tu le ressens ça. Parce que, pour reprendre un de tes mots, Goretti, elle est à fond quand elle fait quelque chose. Et avec son agence, et d'ailleurs on reviendra sur pourquoi tu l'as créée pour les femmes, mais avec son agence, elle développe plein de choses, mais un de tes mots qui revient souvent, c'est le mot combat. Toi, tu mènes un combat parce que tu veux défendre des choses, tu veux apporter des choses. Mais des fois, tu te retrouves face à des portes qui sont là, voire tu te les prends dans le nez, parce que c'est pas évident non plus de bousculer les choses. On se prend souvent beaucoup de portes. Ça fait mal. Et comment tu fais pour traverser ces moments, pour t'en remettre aussi, et après pour les dépasser? Alors oui, bien sûr. Alors oui, je réponds à quoi en premier, le combat ou la porte? Comme tu veux, vas-y. Bon, alors comment je fais quand je me prends une porte, ou quand je suis découragée, ou quand je suis fatiguée, ou pour donc la dépasser? Je me redemande, je me pose toujours la même question en fait, et je me repose la question de savoir pourquoi j'ai commencé. L'action qui fait que tu es face à une porte, ou ton agence? Ah non, l'agence. Voilà, L'agence. Quand je suis fatiguée, ou pour la dépasser, ou quand il y a des jours où je me dis c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Parce que je suis comme tout le monde en fait. Je suis humaine, donc je vous le dis, même si l'agence va bien, c'est ce que je vous disais, je suis dans le grand 8. Puis à un moment donné, quand j'ai la tête en bas, il y a des jours où je me dis mais ras-le-bol quoi, ras-le-bol, je vais tout arrêter. Et puis là, on se pose, on se calme, on accueille l'émotion, on se dit non, c'est pas grave, la porte s'est fermée, on va passer par la fenêtre.
Et on se dit surtout, enfin moi en tout cas je me dis surtout, mais pourquoi j'ai commencé en fait? Voilà, qu'est-ce qui m'a amené là? Et est-ce que vraiment j'ai envie d'arrêter? Ça me calme tout de suite. Voilà, donc non, j'arrive à me calmer et je pense, parce que tu l'as dit Sandrine, parce que c'est un combat, en effet. Pour moi, on est tous sur Terre pour quelque chose. Bon voilà, accueillez ce que je suis en train de vous dire comme vous le pouvez. Mais on est tous sur Terre pour quelque chose. Et à partir du moment où on a défini sa mission et qu'on est parfaitement à sa place, rien ne peut nous arrêter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en effet, moi, l'agence est née, je vous ai quand même déjà donné quelques brides, hein, de manière absolument pas anodine. Tous les jours, je me rappelle pourquoi j'ai créé cette agence et ma volonté. Donc je la porte en effet comme un combat, mais au sens figuré et au sens propre du terme, dans le militantisme aussi, puisque je travaille très fréquemment avec le gouvernement donc, sur tout ce qui est les lois qui concernent donc, l'égalité professionnelle, hein, donc la mixité et l'égalité professionnelle. Et en effet, voilà, je me bats contre les administrations. Par exemple, actuellement, l'agence a enfin obtenu son référencement en tant qu'organisme de formation Datadocké pour les entreprises, et nous sommes en train de faire bouger les choses pour avoir le compte personnel à la formation. Quelque chose qui me tient énormément à cœur, et ça demande beaucoup d'énergie parce que ça demande de changer des comportements pour la simple et bonne raison que vous devez peut-être le savoir, le compte personnel à la formation, en fin de compte, c'est un droit que vous avez toutes et tous, y compris les hommes, hein, bien entendu. Si ce n'est qu'aujourd'hui, pour utiliser votre compte personnel à la formation, eh bien, vous devez choisir une formation qui est dite certifiante et diplômante. Et les formations qui sont dites certifiantes et diplômantes sont des formations métiers. Bien. Alors là, on est dans la merde. Et donc, ça, moi, je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas pour des milliers de raisons, parce que pour moi, c'est préhistorique. Pour la simple et bonne raison, déjà, qu'on sait tous qu'on a tous besoin de travailler les compétences transversales. Associé à ça, on sait tous que tous les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est magnifique, on nous forme à des métiers qui, au final, d'ici quelques années, seront totalement dépassés. Et donc l'agence, en effet, est en train de se battre, oui, pour obtenir ce référencement au compte personnel à l'information, pour permettre à toutes les femmes de France et de Navarre de pouvoir utiliser leur compte personnel à l'information pour se former aux compétences transversales, donc les compétences de demain, les compétences que nous avons toutes besoin, parce que nous sommes encore dans un monde d'élitiste, et quand on a besoin de se faire accompagner sur ce genre de compétences transversales, eh bien il faut mettre la main à la poche, parce que personne ne le fait à notre place, et ce n'est pas normal. Donc la majorité des femmes aujourd'hui n'utilisent pas leur compte personnel à la formation parce qu'elles n'en ont rien à faire d'être formées à un métier et que ce n'est pas ce dont elles ont besoin. Donc voilà, donc on prend des portes mais on les rouvre. Faites-nous confiance, on repasse par la fenêtre, on repasse par sous le sol, on se glisse sous les tapis et on l'aura. Vous voyez pourquoi je l'aime. Elle peut me faire pleurer. Je vois son émotion, elle peut me faire pleurer. Goretti, tu l'as dit à un moment, au début de notre échange, tu as grandi avec les hommes, tu as évolué professionnellement avec des hommes et tu as toujours été accueilli avec beaucoup de bienveillance là-dedans et ça t'a porté, apporté. Et pourtant, quand tu montes ton agence, c'est pour les femmes. Pourquoi ? Alors, en effet, je me suis longtemps posé cette question avant de monter l'agence. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai évolué dans la finance et sur les 10 dernières années, j'ai eu des grosses responsabilités, dont le dernier poste qui était au comité de direction avec une centaine de consultants sous ma responsabilité. En permanence, je voyais des femmes qui étaient brillantes. Je côtoyais des femmes dans mon équipe qui étaient brillantes, qui pouvaient atteindre des postes. Il faut dire que on était 2 femmes seulement au comité de direction. Au comité exécutif, il y en avait très très peu. Et à chaque fois que je souhaitais faire progresser des femmes à des postes à responsabilité, systématiquement,
systématiquement, très souvent, très très souvent, en grande majorité, elles ne s'en sentaient pas légitimes alors qu'elles l'étaient très largement, et j'en ai même croisé certaines qui étaient bien plus brillantes que moi, je dois le dire. Donc je me suis souvent interrogée, je me suis toujours demandé pourquoi mon premier poste de direction, je l'ai obtenu, j'avais 26 ans. Je vous parle de ça, j'en avais début de trentaine, puisque j'ai fait ma rupture conventionnelle à 35. Et je me suis toujours demandé ce qui se passait. Mais je me suis toujours demandé pourquoi, moi, je n'avais pas ce problème-là. Je le mets entre guillemets. Et en fait, je me suis dit que très certainement, c'était parce que j'avais grandi avec des hommes. Voilà. J'ai grandi avec mon père et mon frère. Voilà. On m'a toujours poussée, on m'a toujours dit que ce soit l'un comme l'autre, mais surtout mon père, Goretti fonce, Goretti fait, Goretti ne te pose pas de questions. Puis on ne se posait même pas ces questions en fait. Donc vu qu'on ne se posait pas ces questions, ce n'était pas des sujets à la maison. Donc je me suis dit, ça doit être ça. Donc il y avait ça. Enfin, je pense qu'encore une fois, la vie nous met sur le chemin. Et puis voilà, un moment difficile. Donc vous avez compris que j'ai perdu ma maman il y avait 10 ans. Donc aujourd'hui, ça n'est plus un tabou pour moi. Ça l'a été pendant des années. Pendant des années, j'ai menti. Et donc, moi, j'ai perdu ma maman d'un suicide. Ma maman s'est suicidée. Donc, voilà, j'ai grandi avec ces questions du pourquoi. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ce geste? Qu'est-ce qui est difficile, en fait? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie? Est-ce que c'est la famille, le travail? Et puis, j'ai répondu, donc, j'ai envie de dire, excusez-moi, je suis un peu émue, à ces questions au fur et à mesure de mon quotidien. En tant que femme, en tant que mère, et voilà, et c'est ce qui, dans mon parcours personnel que je viens de vous donner et mon parcours professionnel, m'a amenée à prendre cette décision de créer l'agence, et ce qui a motivé le choix de cette agence et le choix de cette agence par le biais de la carrière des femmes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mon objectif, c'était de pouvoir dessiner des sourires, de faire des femmes libres et indépendantes, et épanouie, et en me posant les questions et en tournant le bordel dans tous les sens, je me suis dit la seule possibilité, c'est d'avoir un métier dans lequel on s'éclate, dans lequel on ait du sens, dans lequel on prenne du plaisir au quotidien, parce que de toute façon, quand on bosse, on le sait, on bosse bien plus qu'on est à la maison. Donc c'est la base de tout, voilà, avec cette notion de centrale de vie, et non pas de vie pro et de vie perso. Tu as cité un mot tout à l'heure, qui est le mot tabou, et là tu as partagé la cause de la perte de ta maman à travers son suicide, et ces questions avec lesquelles on reste. C'est un des enjeux pour toi aussi. Tu m'as dit une fois que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité des femmes, et qu'en fait c'est une réalité. Mais comme ça fait partie des tabous, c'est aussi quelque chose dont on ne parle jamais. Or, mieux vaut regarder les choses telles qu'elles sont, savoir ce qui existe, pour pouvoir se dire pourquoi ça existe, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où c'est pas anodin après que tu parles de combat, toi aussi, dans ton engagement, parce que c'est des mots qui te correspondent: combat, engagement, liberté. Tout à fait, et l'acceptation, voilà. Donc moi, je me suis posé toutes ces questions existentielles pendant des années, jusqu'au jour où j'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études avant même d'avoir ce projet-là. En parallèle, j'ai cette formation en neurosciences, en intelligence émotionnelle et relationnelle, en programmation neurolinguistique, entre autres. J'ai compris en fait que l'acceptation est importante. Je le dis toujours, on n'est pas des machines, on est des humains. Il faut accepter d'avoir des hauts et des bas, et il faut surtout se dire que quand on a des bas, on est normal. C'est de ne pas avoir de bas qui fait qu'on n'est pas normal en fait. Et le problème, c'est que dans notre société, on est éduqué en se disant quand ça va pas bien, on n'ose pas le dire, on garde ça pour soi, et puis on n'est pas normal en fait, parce qu'on a des problèmes. Si, en fait, si. On est normal. Et avoir des hauts et des bas, avoir des moments de blues, avoir des moments de doute, c'est ça qui fait qu'on est normal. Tal Ben-Shahar le disait très bien, j'adore à chaque fois le citer, parce que il disait que voilà, justement, quand on a des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de faiblesse, eh bien, on pense que on ne va pas bien, justement. Mais c'est l'inverse, c'est la preuve d'une bonne santé mentale, puisque les seules personnes qui n'ont pas
d'émotions, qui n'ont pas de haut ou de bas, ce sont les cadavres ou les psychopathes. C'est pas moi qui le dis, c'est Tal Ben-Shahar. Donc, Tal Ben-Shahar, professeur du bonheur à l'université d'Harvard depuis des années, et c'est la vérité. Donc, acceptons qu'on puisse avoir des hauts et des bas, d'aller bien, d'aller mal, d'avoir envie de tout plaquer, d'avoir envie de tout déchirer. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Et à partir du moment où on l'accepte, tout va bien. Au même titre qu'il faut accepter d'être fatigué, de poser un genou par terre. Moi, j'ai toujours dit, posons un genou par terre. C'est pas grave de poser un genou par terre. On peut toujours se relever. Toujours se relever. Et je pense que quand on accepte toutes ces choses-là, on voit le quotidien, on voit les épreuves, en tout cas les étapes, plutôt que les épreuves, les étapes, même s'il y en a des épreuves, de la vie différemment. Et comme je le dis toujours aussi, le monde des bisounours n'existe pas. Moi, voilà, très souvent, on a pu me dire, Goretti, moi, ce que je voudrais, c'est effacer toutes mes peurs. Ce serait magique d'effacer toutes mes peurs. Et je dis, alors, ça, je ne sais pas faire, déjà. Et même si je savais le faire, en fait, je ne le ferais pas. Parce que les peurs sont importantes, en fait. Les peurs, elles sont là pour nous permettre d'évoluer. Le principe même de l'individu est d'être en perpétuelle évolution. Et pour être en perpétuelle évolution, nous devons quoi? Nous devons développer des nouveaux comportements, des nouvelles aptitudes et des nouvelles compétences. Et pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Et la limite de notre zone de confort, ce sont nos peurs. Donc si on ne dépasse pas ces peurs, si on ne dépasse pas ces peurs et si on ne sort pas de cette zone de confort, eh bien, nous allons stagner. Nous allons stagner, nous n'allons pas développer les nouveaux comportements, nous n'allons pas développer les nouvelles aptitudes, nous n'allons pas développer les nouvelles compétences et nous allons nous éteindre. La zone de confort, en neurosciences, elle est appelée zone de médiocrité. C'est beaucoup moins sexy, hein, je vous l'accorde. Et zone de médiocrité et à terme, zone de déclin. Mais bien sûr, puisque on reste effectivement zone de confort, on maîtrise tout, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce dont on a peur, ce dont on n'a pas peur. On sait que si on va un peu trop à droite, on risque de tomber, un peu trop à gauche, pardon, on reste droit. Si ce n'est que quand on reste là-dedans, ben on s'éteint. On meurt parce qu'on ne suit pas la logique de l'individu qui est d'être en perpétuelle évolution. Voilà, donc il faut effectivement accepter qu'on puisse avoir peur. Avoir peur, ce n'est pas un drame. On a tous peur parce qu'on a tous une première fois à quelque chose. Et à partir du moment où on l'a fait plusieurs fois, on n'a plus peur. Il y a la notion... Au moins. Il y a la notion de temps aussi derrière tout ça, parce que finalement, c'est apprendre à s'accorder du temps. Tu l'as dit, c'est à la fois dans l'enjeu pouvoir sortir et réussir à oser de sortir de cette zone de confort, à prendre des risques, à se mettre en danger, et en même temps à accepter que l'on est peut-être dans une période où on vient de poser le genou à terre et que c'est pas maintenant qu'on va sortir de la zone de confort. Il faut d'abord prendre le temps de poser ce genou à terre, de reprendre des forces, de se relever, et après, on pourra le faire. Mais il y a une vraie temporalité derrière tout ça. Bien sûr, Sandrine. Mais avec un genou à terre ou pas, en fait. Mark Twain disait on ne jette pas une habitude par la fenêtre, on lui fait descendre l'escalier marche par marche. Moi, j'ai toujours dit la théorie des petits pas, step by step. Il n'y a rien qui peut se faire comme ça en un claquement de doigts. Rien. Rien du tout. On passe des années à prendre des comportements X ou Y, on ne peut pas les modifier comme ça du jour au lendemain. Mais d'ailleurs, c'est comme des choses complètement différentes. C'est comme la prise de poids, ce que je dis à chaque fois. On met 20 ans à prendre 15 kilos, on ne va pas les perdre en 2 mois, bordel. Donc, on met 20 ans à prendre 15 kilos, les 15 kilos, on va les reperdre, peut-être pas en 20 ans, merde, mais pas en 3 mois ou pas en 2 mois. Bon, eh bien, c'est pareil. En fait, tout doit se faire petit à petit parce que c'est dans le petit à petit qu'on trouve la sérénité et la confiance. Voilà, en fait, on cumule les petites actions. Tout est une question de petites actions. Quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Et y compris quand on veut une création d'entreprise ou quand on veut évoluer ou quand on veut un changement, changer notre vie. Oui, ok, oui, ça serait magique si on pouvait faire tout de suite, mais c'est très dangereux en fait. Il ne faut pas. Parce que tout à l'heure, Christelle a dit quelque chose d'intéressant pour vous prendre en exemple. Elle disait j'ai été comme mon père. Je me suis rendu compte que j'avais fait exactement la même chose que mon père. Ça, c'est à peu près tout le monde en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, il faut savoir que notre identité, elle repose sur nos croyances,
limitantes ou aidantes. Nos croyances, c'est ce qu'on appelle l'identité transmise. Et il faut savoir que tant que nous n'avons pas travaillé sur nous, l'identité transmise représente 40% de notre identité. 40% de notre identité. Mais de manière vulgarisée, à partir du moment où on ne se connaît pas, eh bien, en fin de compte, c'est comme si ça représentait 100% de notre identité. Donc, comme je le dis, nous sommes le produit de ce qu'on a bien voulu faire de nous. Voilà. Juste à temps qu'on décide de reprendre la main sur notre identité. Et donc d'apprendre à se connaître à travers les valeurs, à travers les besoins, à travers les limites, à travers tout ce qui va nous donner l'expression de notre identité et ainsi l'estime de nous, l'affirmation et la confiance en nous. Tu accompagnes au quotidien les femmes, tu parles du travail que l'on peut faire sur soi. Il y a aussi quelque chose qui participe de tout ça. Tu accompagnes aussi 2 enfants. Tes 2 enfants sont des filles. Oui. Il y a un enjeu elle a très bien fait énorme, c'est la transmission. Qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre à tes filles avec ce que tu as de mieux à leur apporter, mais avec aussi les failles ou comment tu avances sur ce chemin-là? Parce que comme tu l'as dit, on a une seule vie. Et souvent, ce que l'on donne dans un domaine ressurgit dans l'autre. Tout se nourrit, tout fait les vases communicants. Qu'est-ce qui, toi, te tient à cœur dans la transmission? De leur dire voilà, que tous leurs rêves sont réalisables, des choses un peu bateaux, mais tellement vraies. J'essaye de leur transmettre la confiance en elles. J'essaye de surtout pas leur dire de faire attention quand elles font quelque chose. J'essaye. Voilà, je sais pas, quand elle monte sur un... Alors je pense à la petite dernièrement, mais voilà. Quand elle monte sur un rocher ou quand elle décide d'escalader sa cabane en bois dans le jardin à l'envers, j'essaye de lui dire tu vas tomber, Manon. Non, non. Attention, Manon, il est possible que tu tombes. Voilà. Donc, j'essaye de donner toutes ces bases de confiance. La grande, c'était pareil, de la laisser, de toujours l'accompagner dans ses choix. Voilà, je vais vous donner un exemple assez flagrant sur ma grande, qui a toujours été une élève brillante. Elle ne tient pas de moi. Mais sincèrement, chaque fois je me suis dit mais comment j'ai réussi à faire une môme comme ça. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir moins de 17 de moyenne générale, primaire, collège, lycée. Donc bien évidemment elle était vouée à faire de grandes écoles et de grandes études. C'était mort. C'était mort parce que c'est une artiste dans l'âme. Elle adore la danse, les langues, elle voulait faire tout sauf de grandes études, donc S, c'était pas pour elle, et ça a été un drame en fait, pas à la maison, mais du côté de son papa, parce que vous l'avez compris, j'étais séparée de son papa, et du côté de l'école. Voilà, j'ai même reçu le coup de fil du directeur de l'école en me disant mais Madame Ferreira, c'est pas possible, Léa ne peut pas aller en L. What? Léa ne peut pas aller en L. Si, elle peut. Si, elle peut, je vous assure, sans aucun problème d'ailleurs. Hein. Non, mais vous pouvez pas la laisser aller en L, c'est pas possible. Léa est faite pour aller en S. Bah écoutez, je peux pas. Bah en fait, je sais pas si je peux pas, mais déjà, ce n'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. Et si Léa veut aller en L, elle ira en L. Voilà. Donc ma fille est allée en L. Et puis pour continuer, pour bien appuyer, bien évidemment, elle est allée cette année, elle rentre à la Sorbonne en licence d'anglais. On est loin des écoles de commerce, de Sciences Po, de tout ce que vous voulez. Mais moi, ça me va très bien et je l'ai toujours soutenue là-dessus parce que je n'ai jamais demandé à ma fille d'être comme ci ou d'être comme ça. Donc, j'essaye vraiment, tant que faire se peut, de les soutenir dans tout ce qu'elles sont. Parce que c'est aussi une croyance pour moi, encore une fois, peut-être la formation professionnelle, mais il n'y a pas qu'une intelligence, il y a 8 intelligences. 8. Et la seule, ou en tout cas l'une des seules encore que l'on apprend aujourd'hui à l'école, c'est intellectuel. Le QI, le fameux QI. On commence à introduire le quotient émotionnel, Dieu merci, parce que c'est lui qui canalise absolument toutes les autres. Mais je suis convaincue, en fait, qu'on n'a pas besoin de faire des grandes écoles pour faire quelque chose de sa vie. Voilà, moi j'ai beaucoup fait l'école buissonnière. Quand je vous dis qu'elle ne tient pas de moi, c'est vrai de vrai. Pour autant, j'ai décroché mon DUT. Alors, je me suis arrêtée là, ça m'allait très très bien en alternance. Je voulais qu'une chose, c'était travailler. À un moment donné, j'ai eu la question de faire un IUP. Et puis quand le groupe BNP Paribas m'a dit « Oh ben non, on t'embauche », j'ai dit oh, « Oui, embauchez-moi ». Voilà, j'ai repris mes études après. Et voilà, et en fait, d'ailleurs, ma propre fille aussi, à un moment donné, je lui avais dit « Écoute Léa, va au moins jusqu'au bac,
D'accord ? Je te demande au moins ton bac. Non pas parce que je n'ai pas confiance en toi et que je pense que tu peux ne pas réussir, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Tu peux te blesser. D'accord ? Voilà, parce qu'au début, elle était danseuse en semi-professionnel. Tu peux te blesser, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et voilà, et du coup, ce serait arrêté. Mais je te demande pas plus. Et elle me dit, de toute façon, je vois pas comment tu pourrais me demander plus, puisque de toute manière, tu en es la preuve vivante que tu as repris toutes tes études à 33 ans. Voilà, et elle a raison. Donc, j'essaye de transmettre ça du mieux que je peux, cette confiance. J'essaye de canaliser mes peurs de maman qui déteignent sur elle et surtout moi. Hein, elles sont multipliées par... voilà, de par mon parcours, et puis de leur dire que quoi qu'elles fassent, pour moi, c'est tout ce qui compte, c'est qu'elles s'épanouissent. Toi, qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui ? Ce qui compte pour moi ? J'aime bien ces questions comme ça là, qui arrivent. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer, moi aussi, de m'épanouir. Alors déjà, en premier, de m'épanouir. Ce qui compte pour moi, c'est de m'épanouir. D'être sereine. Et puis après, c'est ce que je dis, je voudrais essayer de remplir une bonne partie de ma mission. Et puis quand j'aurai rempli une bonne partie de ma mission, je m'arrêterai là. Je déteste la popularité, tu le sais. Christelle disait que c'était très difficile d'être là pour la prise de parole. Alors moi, c'est pas pour la prise de parole, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis une femme de terrain. Donc, j'ai besoin d'être sur le terrain. Le strass et les paillettes me dérangent. Mon père m'a toujours dit, voilà, une croyance limitante, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça me va bien. Donc, une fois que j'aurai atteint un truc, peut-être que je m'arrêterai là. Je partirai, je sais pas, sur une île avec 2 shorts et 2 maillots de bain et ça m'ira très bien. Ça, d'ailleurs, c'est ultra important ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, comme la prise de parole était très évidente, on a le sentiment que Christelle partageait tout à l'heure, elle, sa peur de la prise de parole. Mais pour autant, c'est pas parce que quelque chose nous est facile que c'est quelque chose que l'on aime faire ou auquel on aime consacrer du temps. L'enjeu fait que tu vas te rendre disponible et que dans cette disponibilité-là, tu prends plaisir parce que l'objectif te donne du plaisir, parce que ça correspond à ce que toi tu veux défendre aussi, à ce que tu veux apporter, à ce que tu veux partager, parce que le lien est très présent dans ton parcours et en toi, en fait, tout simplement. Mais ça montre encore une fois que parfois on fait des choses, même si c'est pas ce vers quoi on aime passer son temps et où on aimerait faire d'autres choses, vivons heureux, vivons cachés, tu t'exposes, tu prends le risque, le temps, l'énergie de t'exposer pour défendre ton message, ce que tu fais, les actions. C'est exactement ça, et c'est quelque chose qui... je vais pas dire que je n'aime pas ça, parce que, par exemple, le moment qu'on est en train de partager ensemble, je l'apprécie énormément, mais ce que je n'aime pas, en fait, c'est la popularité, voilà, c'est tout. Je sais pas si c'est clair, mais ce genre de popularité... je préfère aller sur le terrain, je préfère passer des moments en tête-à-tête dans les entreprises ou avec les femmes que j'accompagne. Je préfère batailler sur une loi pour les femmes. Je préfère voilà, ce genre de choses. En fait, pour donner un petit éclaircissement, comme souvent dans la vie, quand on se préoccupe de quelque chose, on rencontre les acteurs et les actrices qui font, qui sont sur le terrain, qui agissent, et ceux qui parlent et qui en parlent. Et en fait, par rapport à la popularité, c'est ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gravitent pour s'emparer notamment de la thématique des femmes, du sujet des femmes, de l'égalité, et qui parlent, que l'on voit, mais que pour autant, en fait, on ne retrouve pas sur le terrain. Et il y a un fossé qui fait partie, on parlait des émotions tout à l'heure, mais qui peut amener de la colère. C'est tout à fait ça, voilà. Elle a très bien résumé. Voilà. Il y a ceux qui parlent, et qui font pas grand-chose. Et qui prennent parfois trop de place, voilà. Dans un combat, voilà. On est plusieurs à le mener. Je ne suis pas seule, et voilà, c'est tout.
Avec Christelle, on parlait dépassement de soi et Oui. RAID. Alors, l'entrepreneuriat, c'est, avec ces montagnes russes, c'est du dépassement de soi au quotidien. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand elle parle des raids comme ça, qu'elle a fait régulièrement, et puis un jour où elle a créé le sien? Mais t'en as déjà fait un de raid? Jamais, jamais, mais tu sais que l'agence y contribue chaque année. Dans les budgets de communication, on contribue effectivement à sponsoriser tous les ans, on sponsorise pardon, un raid ou un défi, que ce soit le rallye Aïcha des Gazelles, que ce soit la Rose des Andes, et donc peut-être bientôt des Fidèles. Parce que j'y crois énormément en fait. Je trouve ça extraordinaire. Pour moi, ça fait partie de la sérénité. Il est impossible quand on a des grosses responsabilités ou un métier qui prend beaucoup de temps de ne pas évacuer l'énergie par le sport. Voilà. Donc chacun son sport, chacun sa méthode, encore une fois, mais faut le faire. Et je trouve que c'est primordial de prendre soin de soi par le sport. Mais alors je vais pousser le délire, c'est que pour moi, quand je dis prendre soin de soi, c'est pas de son corps, c'est de son mental. Hein. Voilà. Le sport, c'est le mental. Voilà. Et donc pour avoir un mental à toute épreuve, il faut faire du sport. En tout cas, c'est ma devise. Donc oui, ce genre de défis, pour moi, sont extrêmement importants dans le dépassement de soi, dans la connaissance de soi aussi. Elle l'a très bien dit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompée sur la citation, je vous prie de m'excuser. C'est parce que elles ne savaient pas que c'était impossible qu'elles l'ont fait. Et donc voilà, elle l'a très bien dit en fait. Elle y a été... tout simplement parce qu'elle trouvait ça sympa, qu'elle voulait vivre un moment, et elle l'a jamais fait dans le but spécifiquement de gagner, et encore moins penser qu'elle pourrait gagner, pardon. Donc il y a une forme de dépassement de soi qui a été fait, qui lui a apporté une bonne partie de la confiance pour pouvoir réaliser le reste de ses rêves. On a évoqué dans ces 2 jours aussi l'audace. Pour toi, c'est quoi l'audace, Goretti? C'est la base. La base, voilà, sans audace, on ne fait pas grand-chose. Donc, l'audace de se dépasser, l'audace d'y aller, l'audace d'essayer, c'est le commencement de l'écoute. Voilà. De l'écoute de soi. De l'écoute de soi, bien sûr. Et d'une première action, tu parlais des petits pas. D'une première action, bien sûr. Alors l'action, oui, est très importante. Tout à l'heure, on parlait justement aussi de poser un genou au sol ou voilà, d'accepter qu'on n'est pas des machines. Je vais rebondir aussi là-dessus. Pour moi, c'est très important et je trouve malheureusement qu'on est dans une société où justement quand ça ne va pas bien, en effet, on nous met dans la case de tu ne vas pas bien. Excusez-moi, mais je vais penser principalement aux médecins. Hein. Tu ne vas pas bien, voilà, je n'ai pas trop la forme, je dors pas bien, machin. On va nous mettre dans la case de tu ne vas pas bien. En France, on est le pays le plus gros consommateur de psychotropes. On distribue des antidépresseurs comme on distribue des Haribo. Et ça me révolte en fait. Ça me révolte parce que justement, c'est eux qui nous mettent dans une machine et dans une spirale difficile. Donc, pour ce faire, il y a effectivement ça. Et pour moi, la gestion émotionnelle et la mise en action, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Tu as utilisé des mots qui me parlent profondément. C'est vrai que quand ponctuellement, je me remets au sport, maintenant que j'ai ma petite fille, je me dis toujours, je pars me remuscler le cerveau. Et je pars me remuscler le mental. Le flow est connu pour ça. Voilà, c'est cet endroit au niveau cérébral que le cerveau est capable d'atteindre quand on est dans ce vide où plus rien ne se passe, en fait, plus rien n'existe. Et il n'y a que le sport. Voilà, au début, c'était réservé aux athlètes, maintenant pas que, hein, mais il n'y a que le sport qui peut nous amener ça. Et aujourd'hui, c'est prouvé, en fait, que ce soit le sport ou que ce soit l'action, d'une manière ou d'une autre, dans le dépassement de soi, réduit considérablement
les risques de maladies mentales, donc de dépression ou de burn-out. Et encore une fois, je souligne ce que je viens de dire, on parle de maladies mentales, on ne parle pas de maladies physiques. Donc c'est bien à un moment donné que le mental n'est pas traité comme il se doit. La passion, ça t'évoque quoi? Beaucoup de choses aussi. Je ne sais pas si j'ai avancé par passion, moi. J'ai avancé par conviction, avant la passion. Parfois, la foi, la conviction, pas forcément la passion, parce que c'est vrai que j'ai repris mes études tardivement. Si, je suis passionnée par l'humain, bien entendu, mais ce qui me porte, c'est plus les convictions et la foi. L'engagement. Ah bah oui, alors là, obligé. Comment ça résonne ce mot pour toi? Qu'est-ce qu'il évoque? Le militantisme, le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'engagement, il est sur le terrain. Voilà, on peut parler effectivement, mais on ne va pas passer son temps à parler. En fait, il faut bouger. Agir. Il faut agir. Et réagir. Ouais. Avancer. Qu'est-ce que tu avais envie de partager aujourd'hui? Parce que Goretti vient de Fontainebleau, c'est à côté de Paris, mais dans les transports, c'est pas évident du tout. Donc, hier, elle était sur, je ne sais pas si vous connaissez Be The Boss, tu veux en parler quelques mots pour dire ce que c'est? Be A Boss, en fait, c'est un concours qui est mené, qui est porté par de grands groupes, de grands institutionnels tels que Microsoft, BNP Paribas, la MAF, l'INPI et autres. Et c'est un concours donc pour les dirigeantes d'entreprise ou les porteuses de projets, donc qui se fait sur tout le territoire national. Aujourd'hui, il y a 7 étapes par an avant d'avoir la finale à Paris. Et donc l'agence est partenaire et moi je suis tous les ans membre du jury. Voilà. Donc, et je disais à Sandrine tout à l'heure que j'étais hyper contente parce que voilà, moi qui suis dans ce milieu depuis quelques années maintenant, je me rends compte que mine de rien, les choses bougent vraiment. Et les choses bougent grâce à nous toutes en fait. Et les clichés sautent, les stéréotypes sautent. Et il y a de ça en effet 5-6 ans, je n'ai rien contre cela, hein, bien entendu, mais tous les dossiers qui étaient présentés et toutes les personnes qu'on avait en finaliste, c'était très cliché en fait. Les projets qui étaient portés étaient très clichés, très femmes, très fifi, très girly. Et aujourd'hui, on a des choses qui remuent, qui secouent, qui bouleversent, qui sont top. On a eu des projets top. Elles osent. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir pris ce temps aujourd'hui de venir? Tu as vraiment un emploi du temps extrêmement serré, extrêmement condensé. Et en même temps, tu n'hésites pas à donner de ton temps. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi tu as accepté de venir Alors, pour plein de choses. La première des choses pour laquelle j'ai accepté de venir, c'est parce que tu as insisté. Non, c'est pas faux. La deuxième des choses pour laquelle j'ai accepté de venir, c'était pour les personnes qui portent cet événement, donc Séverine, entre autres, et Camille. Parce que ce sont des femmes d'action, et je viens d'en parler longuement, que sans ces femmes-là, les choses ne bougeraient pas comme elles peuvent bouger, qu'elles se donnent entièrement à développer ce que vous venez de vivre pendant 2 ans, pendant 2 jours, sur plusieurs endroits, et que si effectivement j'ai du temps à consacrer sur des bases de soutien et de sororité, c'est bien à des femmes comme ça. Voilà. Donc pour le coup, mes 5 heures pour être là devant vous sont insignifiantes. Qu'est-ce que représente pour toi le fait Ah bah oui, on applaudit. Voilà. Merci. Et que représente pour toi le fait que les femmes qui sont ici, je ne connais pas, toi non plus, mais leur vie, ce qu'elles sont en train de vivre, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est en général une période de questionnement que l'on vit plus ou moins bien, avec plus ou moins de fragilité, selon ce qu'on est en train de vivre. Et tu parlais de solitude tout à l'heure. Dans ces périodes, on vit énormément de solitude.
Et sortir de chez soi, décider de se dire, avoir vu quelque temps auparavant, tiens, il y a ce salon, ah, puis il était déjà là l'année dernière, on m'en a parlé, ou ah ouais, ça me donne envie. Mais passer de l'envie à l'action, franchir le pas de venir, de venir parfois accompagné, mais parfois seul, avec toutes ces peurs, ces doutes, mais aussi beaucoup ces attentes, ces espoirs. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand on est de ce côté-là et qu'on fait ce premier pas, ce premier pas sur l'escalier qu'on a décidé de remonter? Déjà, je vous dis bravo. Pour moi, c'est le premier petit pas qui est nécessaire. C'est